Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus si tard après tous les travaux que vous avez dû faire aujourd'hui et ceux qui vous attendent très tôt demain. Donc, je vais partager rapidement mon écran si je peux. Normalement, oui. Est-ce que vous voyez une magnifique porte de petite maison au bord du lac de Neuchâtel C'est tout bon. avec un bateau dessus? Ok. Alors, je vais vous présenter les quelques résultats assez brièvement. En gros, je vais d'abord vous montrer globalement comment on a fait tout ça, quelles sont les grandes lignes de la présentation, et puis je prendrai quelques exemples. J'étais partie au départ pour vous montrer à toutes et tous tout ce qu'on a trouvé partout, mais Luc a mis le holà en me disant que c'était beaucoup trop. Du coup, j'ai coupé, j'ai essayé de rassembler les résultats selon les types de couverts végétaux, vous le verrez, puis on fera une synthèse à la fin de la présentation. Ce travail et cette présentation n'auraient jamais pu avoir lieu sans l'aide extrêmement précieuse de Sarah Ray et de Mathieu Mulot, qui m'ont aidé au traitement des données et à essayer de la rendre pédagogique le plus possible. Dans la base de données qui était à notre disposition, 9 parcelles n'étaient pas signalées du point de vue des données vers de terre et de turricules. Donc ça sera probablement, soit c'est des gens qui sont encore dans le projet, puis ça sera probablement des parcelles sur lesquelles on accentuera l'effort aux prochaines campagnes, soit il y a peut-être eu un souci où il n'y avait pas du tout de vers de terre, mais toujours est-il que la petite liste ici vous donne un aperçu de ce que l'on n'a pas pu retrouver dans la base de données, et puis il faudra investiguer un peu plus loin pour savoir ce qu'il en est. Du point de vue des vers de terre que l'on a collectés, je vous le rappelle, avec le jus d'oignon et puis le tri manuel à la bêche, donc deux façons d'essayer d'attraper les vers de terre, ça nous a permis en tout cas d'avoir un peu plus de 8200 individus qui ont été tous déterminés, en tout cas la catégorie écologique, et ils ont tous été pesés. Ça donne une idée, hein, c'est 4 kilos de vers de terre, ça peut sembler très peu, mais derrière tout ça, il y a un énorme effort de prélèvement. On a à peu près une quarantaine d'espèces de vers de terre en Suisse, espèces et sous-espèces, et vous voyez qu'on en a trouvé la moitié sur vos parcelles, ce qui est plutôt un excellent signe du point de vue de la diversité des vers de terre dans les différentes parcelles qu'on a pu étudier. Du point de vue des catégories écologiques, je vais utiliser toujours les mêmes termes, épigée, endogée, anécique. Vous avez un petit schéma ici qui vous résume un peu les rôles essentiels que jouent ces catégories écologiques de vers de terre, même si on ne peut pas vraiment faire le lien avec des rôles fonctionnels très précis ou en tout cas très distincts. Mais en gros, les vers de terre épigés sont ceux qui vivent dans les horizons organiques du sol. Ils se promènent beaucoup à la surface et ils vont participer à la dégradation de la matière organique. Donc s'il y a du mulch ou des résidus en surface de culture, et ben ça c'est très intéressant pour ces vers de terre-là. Vous avez les plus grands chez nous qu'on appelle les vers de terre anéciques qui peuvent aller jusqu'à 2 mètres. Hein. Ici, c'est presque sous-estimé. 2-3 mètres de profondeur. Ce sont en général les plus longs chez nous, les plus gros, les plus costauds aussi, qui ont soit la tête noire, soit la tête rouge. Fait partie de cette catégorie le fameux lombric, Lombricus terrestris. Et puis vous avez des vers de terre endogés qui sont de taille moyenne, intermédiaire entre les épigés et les anéciques, et qui sont de couleur plutôt claire, un peu plus mou que les deux premiers, un peu moins rigides, un peu moins résistants à la pression. Et eux, ils vont pouvoir plutôt faire des galeries horizontales à subhorizontales, et ils vont se déplacer beaucoup dans le profil de sol, et surtout dans les 30 premiers centimètres, parce qu'ils vont se nourrir de la matière organique qui est déjà dans la terre. Alors que les anéciques et les épigées vont utiliser vraiment les débris de matière organique pour se nourrir. Donc ça, c'est les 3 grandes catégories écologiques qu'on utilise usuellement dans ce projet. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il en existe d'autres, mais on a choisi aussi de rester assez simple pour être le plus parlant possible.
au sein de ces catégories écologiques, donc il y a les endogés, les fameux tout clairs dont je venais de vous parler. Voici la liste des espèces et des sous-espèces que l'on a retrouvées. Donc, c'est des mots en latin, c'est normal dans le jargon pour n'importe quel ver de terrologue du monde entier. Quand on dit Aporectodea caliginosa, on sait tout de suite à quel type de ver on fait référence. C'est pour ça que de manière générale, on présente les noms en latin. Les espèces qui sont en gras, Caliginosa, Rosea et Chlorotica, sont les plus courantes observées sur les parcelles agricoles du projet Terre Vivante. Les autres étaient là, mais souvent en quantité négligeable, parfois un individu, des choses très intéressantes pour les scientifiques, mais du point de vue de cette catégorie écologique que sont les endogés, c'est vraiment ces trois-là qui sont les plus marquants, les plus présents. Ça, c'est pour les endogés. Pour les vers de terre qui vivent en surface, les épigées, vous voyez, il y a nettement moins d'espèces et l'espèce qui domine, c'est l'Ombricus rubellus. C'est un ver de terre qu'on connaît bien aussi, qui est assez robuste, qui va se retrouver sur des parcelles qu'on a tendance un peu à négliger. C'est un ver qui est assez pionnier, donc le fait d'avoir des conditions un peu rudes, ça ne lui déplaît pas trop. Et puis enfin, parmi les vers de terre anéciques, les plus longs, les plus grands, on a trois grandes espèces qui apparaissent dans le projet, l'Ombricus terrestris et puis Aporectodea nocturna et longa. Quand nocturna et longa sont là, en général, terrestris est exclu. On ne sait pas pourquoi, mais c'est des choses qu'on a déjà observées sur des parcelles. Donc ce sont ceux-là qui vont faire souvent les déjections de surface, les turicules que l'on a comptés, mais pas exclusivement. On sait que certaines espèces d'endogés ou d'épigées peuvent aussi jouer ce rôle. Donc ces trois catégories écologiques, c'est ainsi qu'on a classé les vers de terre qu'on a collectés pendant le projet. Si on regarde la littérature, je vous montre juste ceci pour que vous vous rendiez compte que c'est pas si évident que ça. Une publication assez récente de Nicolas Bottinelli et ses collaborateurs, des Français qui travaillent pas mal sur cette classification de vers de terre, ont montré qu'en fait, il n'y avait pas trois catégories écologiques, mais bien plus. Donc on retrouve les épigées ici avec le fameux Lombricus rubellus que l'on vient de voir. Donc c'est, lui, un épigée strict, on va dire. Il est vraiment au sommet de la pyramide, hein. Il est vraiment dans le coin. Donc c'est un ver de terre qui a strictement, en tout cas, majoritairement, on va dire, dans son comportement, un comportement de ver de terre épigé. On a les anéciques qui sont à cet angle ici, et on voit parmi ces anéciques que les espèces que l'on a récoltées dans les parcelles terre vivantes ne sont pas présentes. Ça, c'est surtout des vers de terre un peu plus exotiques. Par contre, nos vers de terre, Longus, et puis le terrestris, qui en fait s'appelle Herculeus dans cette publication, parce qu'ils ont repris des vieilles classifications, eh ben, il est intermédiaire entre la catégorie épigée et la catégorie anécique. Vous voyez, ils sont situés ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des vers de terre qui vont très en profondeur, certes, ils ont ce comportement d'anécique, d'aller très en profondeur, d'enfouir la matière organique, mais ça veut dire aussi qu'ils vont se promener à la surface. Ils ont un comportement épi-anécique, donc une combinaison de comportements en surface et en profondeur. Et puis, on a dans le coin ici du triangle les vers de terre endogés stricts. On retrouve Caliginosus, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et puis Rosea. Mais vous voyez que certains aussi, comme Chlorotica, sont plutôt situés au centre. Et ils ont une combinaison dans leur comportement à la fois épigé, à la fois endogé et à la fois anécique. Donc, le comportement des vers de terre n'est pas si strict que les trois catégories qu'on a utilisées, mais le fait d'utiliser trois catégories aux extrémités strictes du triangle permet un petit peu de simplifier la vision. Mais dans l'interprétation des résultats à la fin, on utilisera ces nuances d'appartenance à différentes catégories écologiques pour mieux comprendre pourquoi on trouve certains vers de terre sur certaines parcelles. Est-ce que certaines pratiques culturelles peuvent avoir ou non des effets sur certains groupes écologiques? Donc ça, c'est un des graphiques les plus complexes que je vous montrerai. Après, on va passer à des choses un peu plus simples, mais je tenais quand même à vous montrer que ce n'est pas si trivial que cela. Ce tableau vous représente
les vers de terre avec les noms latins ici, donc genre en gras et puis le nom d'espèce en italique ici, mais en étant non gras. Je vous ai mis en bleu les principales que l'on a retrouvées avec, vous voyez, des nombres assez impressionnants par rapport à ce total général qui représente le 100% de 8000 vers de terre. Et en gros, effectivement, on a les catégories que l'on a vues. Alors, ce qui est aussi très très intéressant, c'est tout ce qui est Na. Parce que ce sont des vers de terre, et vous voyez ici, 2852 vers de terre non identifiés. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'identifier les vers de terre juvéniles, c'est-à-dire qui n'ont pas leur collier, ce ne sont pas des adultes. Or, le collier est un des critères de détermination, si on ne veut pas passer par la biologie moléculaire, qu'on fait juste de la détermination morphologique. Et il y avait quasiment un tiers des organismes qui ont été récoltés qui étaient juvéniles. Pourquoi ils étaient juvéniles? Parce que sur certaines parcelles, probablement, on est arrivé un peu trop tôt dans la saison. Il y a eu les années 2019 et puis 2020, les automnes, voire même avant, si mes souvenirs sont bons, qui étaient relativement secs. 2019, ça a été assez terrible. On a commencé assez tard à collecter les vers et les individus qui normalement auraient dû se reproduire un peu plus tôt, eh bien, leurs petits n'étaient pas assez matures et du coup, on n'a pas pu les identifier. Ça, c'est une des premières explications. Et puis la deuxième, c'est que dans la récolte, ça arrive, mais il y a eu pas mal de morceaux de vers de terre, des bouts de queue, des bouts de tête, des morceaux du milieu. Et avec ça, malheureusement, on ne peut pas déterminer les individus. Mais on a quand même pesé pour avoir la biomasse des vers de terre au mètre carré. Sur les fiches qu'on vous a données, on a essayé de faire des graphiques assez simplifiés pour avoir tout de suite une vision globale qui puisse nous renseigner sur la qualité de ce que l'on a pu trouver. Pour les vers de terre, on s'est basé uniquement sur l'abondance des individus et on a trouvé une abondance moyenne par mètre carré d'environ 170 individus par mètre carré. Le maximum que l'on a trouvé sur une parcelle, c'est énorme, 536 individus au mètre carré. Et puis on a réparti cette abondance de vers de terre sur un petit graphique de ce type, en prenant comme seuil minimal le nombre de 120 individus par mètre carré, qui s'est basé sur un travail de master qui a eu lieu en 2019 par Alissa Fischer dans un projet dans le canton de Vaud, qui est un petit peu similaire à Terre Vivante. Et puis elle a travaillé sur des parcelles cultivées, nettement moins. Ça se base sur une vingtaine de parcelles sur lesquelles elle a fait aussi des extractions à l'oignon et au tri manuel. Et son seuil qui a été identifié, celui de 120 individus par mètre carré, c'est un petit peu la limite en dessous de laquelle on considérait que l'abondance était moyenne, pas très très bonne, et puis au-dessus ça commençait à devenir intéressant en parcelle agricole. Alors évidemment ces données varient selon les études, mais on a choisi de se baser sur ce 120 individus par mètre carré pour fixer la limite inférieure. Puis on s'est dit, à partir de 200 vers de terre au mètre carré, là ça commence vraiment dans des conditions de parcelle agricole, quelles qu'elles soient, à partir du moment où l'homme intervient, ça commence à devenir vraiment chouette. C'est pour ça que ici, cette partie en vert, en général, quand votre curseur se situe dans le vert, c'est plutôt pas mal. Entre 120 et 200, ça va, c'est correct. Et puis inférieur à 120, mais surtout inférieur, on va dire, à 100 individus par mètre carré, là, ça commence à devenir problématique du point de vue de l'abondance des vers de terre. Alors ici, un exemple sur une culture en place. Donc à chaque fois, il y a la culture en place, la jauge qui va toujours de 0 à 550, et puis la moyenne terre vivante qui est indiquée sur chaque petit graphique. Donc c'est le nombre moyen de vers de terre sur 3 prélèvements effectués sur une parcelle. Ensuite, on a calculé la biomasse moyenne des turicules parce que le comptage était vraiment trop aléatoire.
C'est vraiment pas évident de se rendre compte, est-ce que c'est un turricule, 10 turricules dans un même paquet. Du coup, pour les turricules, on a focalisé sur la biomasse et on a dans le projet Terre Vivante une biomasse d'environ 340 grammes par mètre carré avec des variations qui peuvent aller de 0, c'est-à-dire aucune activité en surface, jusqu'à 1,7 kg par mètre carré. Et ça, on l'a réparti et représenté sous la forme d'une espèce de gradient, avec ici le petit trait jaune qui montre la présence de la moyenne terre vivante, et puis le curseur en rouge qui vous situe par rapport à cette moyenne. Et puis enfin, sur les fiches, on vous a aussi présenté la répartition en catégories écologiques pour que vous ayez un petit peu une idée de si vous avez déjà les 3 catégories qui sont présentes ou pas, et puis si parmi ces 3 ou ces 2 ou une seule catégorie, ça arrive, hein, sur une parcelle, il y a exclusivement des endogés, quelle est la catégorie écologique anécique, endogée et pigée qui va dominer dans votre parcelle. Et puis avec ces 3 aspects, eh ben, on a essayé de comprendre ce qui se passait sur les différentes parcelles. Alors, on a vu une très grande variabilité et ça nous a confirmé le fait de prendre en considération plusieurs paramètres. Si je vous montre ces 2 exemples, le premier, c'est une culture en prairie, le second, c'est une culture en colza. Alors, on voit qu'en prairie, on a les 3 catégories écologiques avec une dominance des vers de terre anéciques. Et puis, on voit qu'en colza, eh bien, il n'y a pas d'épigée, mais qu'il y a les anéciques, les endogés, et puis que ce sont les endogés qui dominent. Alors, on se dit, ouais, super, l'abondance ici, c'est la plus importante, hein. On est à 537 vers de terre au mètre carré, c'est magnifique, c'est formidable, on est en prairie. Et puis en colza, on est à 22 vers de terre au mètre carré. Oh là là, mais c'est dramatique, etc. Certes, mais vous regardez quand même au niveau des catégories écologiques. Ici, on a une jolie diversité, même s'il nous manque les épigées, mais c'est un peu logique dans ce type de culture vis-à-vis du travail du sol qui est effectué, du passage des engins agricoles, puis du manque de résidus de culture à la surface. Mais regardez, malgré le fait qu'on ait ici une excellente abondance de vers de terre au mètre carré, la présence des 3 catégories écologiques, eh bien, finalement, on aurait pu s'attendre à une production de turricules beaucoup plus importante à la surface et on s'approche à peine de la moyenne. Donc, le fait de prendre en compte l'activité des vers de terre qui est relativement présente ici, même si elle est assez faible, mais elle existe sur certaines parcelles où il y a des résidus de culture, par exemple, il n'y a pas du tout d'activité à la surface. Donc l'importance de prendre en considération l'activité des vers de terre par le biais d'un indicateur qui est indirect, c'est-à-dire les turricules, en plus de l'abondance des vers de terre au mètre carré et puis de la répartition en catégories écologiques. Alors, si on regarde un peu les différentes couvertures végétales en place lorsque les vers de terre ont été prélevés et lorsque les turricules ont été comptabilisés. Ça, je tiens vraiment à le préciser parce qu'on en parlera tout à la fin de la présentation. On voit qu'il y a une très grande variabilité alors que nous sommes ici dans un milieu relativement idéal. On pourrait se dire, en prairie, finalement, on va avoir des quantités de vers de terre phénoménales. C'est là qu'on aura les abondances les plus marquées. Alors effectivement, ici, c'est ce que l'on vient de voir, c'est l'abondance la plus élevée du projet. Mais ici, vous avez une situation intermédiaire avec finalement, ok, on est quand même à 177 individus au mètre carré, mais vous voyez, il n'y a plus les 3 catégories écologiques. Par contre, l'activité biologique de surface est plus importante, donc ça travaille plus la terre. Et puis, ici, on pourrait se dire, mais mince, on est en prairie, comment se fait-il? Ben oui, effectivement, on a nettement moins, on est dans le rouge, hein, on a nettement moins de vers de terre. Par contre, on est dans la moyenne du point de vue de la fabrication de turricules et on a une nette dominance des endogés dans ce système. Donc une grande variabilité en prairie, et puis c'est aussi en prairie qu'on a le plus de parcelles dans le projet, donc c'est là aussi qu'on peut avoir une belle estimation de la variabilité. On a de la variabilité très générale et puis on a de la variation aussi au niveau des catégories écologiques. Vous voyez ici, les 3 sont présentes, mais
On a des abondances de vers de terre qui sont à peu près, à un cheval près, similaires. Mais vous voyez ici, c'est les anéciques qui dominent. Alors on pourrait se dire, bah, si les anéciques dominent, on va avoir une très belle activité de surface. Eh bien non, on n'a aucun turricule qui a été pesé à la surface. Extrêmement étonnant. Ici, on a une balance entre les anéciques et puis les endogés, mais on a une jolie proportion d'épigées. Et puis là, étonnamment, on a moins d'anéciques que précédemment, mais on a une très belle production de turricules. Donc des vers de terre, pour une même abondance générale, qui vont être très actifs. Et puis ici, toujours une belle abondance, et puis une activité qui est nettement moindre, alors qu'on a aussi une belle proportion d'anéciques. Donc visiblement, il y a de grandes variations au sein des prairies. L'abondance aussi varie et les catégories écologiques peuvent être étonnamment aussi très diversifiées. Regardez ces deux exemples, on est dans le rouge pour les deux du point de vue du nombre de vers de terre, mais regardez cette magnifique teneur en vers de terre épigés, une des plus élevées de l'étude. Donc c'est un tout petit peu logique aussi que ces vers de terre qui creusent très peu dans le sol, eh bien finalement ne participent pas à la fabrication de turricules. Donc vous voyez, on est dans des choses vraiment très diversifiées en prairie. Les chaumes de maïs, alors ça, souvent c'est mes parcelles préférées parce qu'on a toujours des choses extraordinaires et c'est encore le cas ici avec les vers de terre. Regardez les proportions d'anéciques dans ces prairies, dans ces parcelles, pardon, où on met et on laisse des chaumes de maïs en place. C'est de la nourriture pour les vers de terre, ils adorent ça. On se retrouve avec de très belles abondances, mis à part ça, pour des parcelles qui sont censées être vraiment travaillées. On a même des épigées ici, et c'est dans cette parcelle ici que l'on retrouve la plus grosse production de turricules du projet. Les vers de terre adorent les chaumes de maïs et les résidus de surface, et surtout le maïs en particulier, et notamment les vers de terre anéciques. Alors ça se voit pas très bien ici, mais quand même en situation intermédiaire, on a une belle dominance des vers de terre anéciques. Le colza, voici quelques résultats. Je n'ai pas montré toutes les parcelles, bien évidemment, mais on voit ici, malgré tout, une très très belle abondance, une magnifique activité avec deux catégories écologiques qui dominent, et notamment celle des anéciques, pas d'épigées dans ce cas-ci. En situation intermédiaire du point de vue de l'abondance, on a la présence des épigées, donc les trois catégories écologiques sont présentes, ce qui est très intéressant du point de vue de la diversité fonctionnelle. Et puis ici, on est dans c'est une des plus faibles abondances de vers de terre, avec une dominance des endogés dans ce cas de figure. Donc là, l'écart est encore plus élevé que ce que l'on a vu du point de vue de la diversité de l'abondance en prairie. Encore ici, variété d'activités, variété de catégories écologiques. On retrouve une dominance très marquée des endogés ici, une très très belle abondance de vers de terre et puis une quantité de turricules à la surface qui est moindre par rapport à la moyenne, mais c'est normal, hein, si on a beaucoup d'endogés en général, ils remontent assez peu pour faire des turricules. Et puis ici tout de suite, l'opposé, on va avoir une très très belle formation de turricules à la surface, du fait probablement de l'activité des anéciques et des vers de terre épigés de type Lombricus rubellus. On reste dans le vert du point de vue des abondances. Pour le blé, on a aussi des situations assez variables avec de magnifiques abondances. Ici, trois catégories écologiques présentes. On peut se dire extra, génial. Et puis finalement, il n'y a rien du tout à la surface. Que se passe-t-il? Point d'interrogation, je n'ai pas la réponse. En situation intermédiaire, où on a une belle diversité de vers de terre, ici, on a les trois catégories écologiques. Pareil, un travail en surface qui n'est pas très marqué. Et puis ici, on est dans le rouge, mais vous voyez, c'est sensiblement la même chose en termes de travail du sol. Et puis surtout, on a les trois catégories écologiques qui sont présentes. Le couvert végétal, moi je m'attendais à des résultats aussi beaucoup plus impressionnants du point de vue de l'activité biologique de surface et de l'abondance. Oui, on a des belles abondances. C'est le cas ici, les trois catégories écologiques avec
la meilleure activité de surface du projet. Ça marche super. Et puis quand on descend dans les catégories intermédiaires ou beaucoup plus faibles, eh bien finalement on a quand même de la production de turricules, mais moindre par rapport à ce qu'on pourrait s'attendre avec du couvert végétal. Et puis alors ici, la plus importante proportion de vers de terre épigés en lien probablement avec la matière organique à la surface. Pour l'orge, regardez ici, excellente abondance, excellente activité, une des meilleures encore, une belle proportion d'anécite pourrait expliquer cela. Catégorie ici où on va avoir les 3 catégories écologiques un peu marquées, avec aussi un travail du sol qui n'est pas si mal, et puis quelque chose d'un peu moins bon, mais toujours dans des choses quand même intermédiaires, où on va retrouver aussi de belles choses sous des cultures d'orge. Alors, le seigle, c'est un peu particulier parce qu'il y a très peu de parcelles qui présentaient cette culture. On a le maximum d'épigées ici par rapport au projet. C'est vraiment la meilleure des abondances, mais on a les 3 catégories écologiques. Finalement, on a peu de vers de terre, mais quand même une activité de surface. Elle est présente. Et puis, le plus étonnant, enfin, quelque part pas si étonnant que ça finalement, le sol nu, ben, regardez, on a quand même de belles abondances de vers de terre, même quand il n'y a rien à la surface. Des choses un peu intermédiaires et moindres, mais même quand on est dans le rouge ici, on a les 3 catégories écologiques qui sont présentes, alors que le sol est nu. C'est-à-dire qu'il n'y a, a priori, en tout cas au moment de la récolte, pas de matière organique à la surface, ce qui est très étonnant du coup, du point de vue de la présence des vers de terre épigés dans ce type de parcelle. Donc j'ai essayé de couvrir un petit peu les grands types de couverts végétaux ou sol nu lorsque j'ai fait les présentations juste avant. Ici, vous avez un schéma synthétique qui vous montre sur l'axe ici vertical les différents types de couverts en place au moment de la récolte. Et puis ici, sur l'axe horizontal, vous avez l'abondance moyenne de vers de terre au mètre carré. On voit très bien que les prairies sont les plus diversifiées et c'est celles qui présentent la plus grande variabilité, avec pas mal de points un peu extraordinaires lorsque on essaye de regarder ce qu'on appelle des outliers en statistique, c'est-à-dire des points qui sortent de l'ordinaire. Et puis ici, le petit trait noir au milieu, ça vous montre un peu on va dire en gros la moyenne de ce que l'on observe lorsque l'on considère toutes les parcelles. Vous avez vu ici le seigle, c'est vraiment très faible le nombre de parcelles qui présentaient cette culture, donc c'est difficile de sortir des tendances quand on a si peu de parcelles. Par contre, sur des nombres plus importants de parcelles, comme ce sera le cas notamment avec la prairie, on pourra peut-être plus facilement mettre des choses en avant, mais même aussi avec d'autres parcelles. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a une grande variabilité d'abondance de vers de terre pour certaines cultures en place au moment de la récolte, et puis que certaines, telles que le seigle et la triticale, sont peu propices aux vers de terre, mais attention, avec des garde-fous, parce qu'on avait relativement peu de parcelles qui présentaient ce type de culture en place. Sur ce schéma, on a essayé de répartir dans l'espace les différentes cultures. Vous avez des cercles de couleurs un peu différentes, comme ça, qui sont plus ou moins aplatis. Et puis, on essaye de voir en 2 dimensions, la dimension 2 ici, puis la dimension 1 qui est horizontale, comment se répartissent les catégories écologiques. Alors, on voit ici les épigées, ceux qui vivent à la surface, les anéciques, ici, ceux qui vont plutôt en profondeur, et puis les endogés qui restent dans les 30-40 premiers centimètres de sol. Les catégories, on peut déjà voir qu'elles se distinguent bien les 3 les unes des autres. Elles font vraiment les pointes d'un triangle, donc ça c'est bien parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui les distinguent du point de vue de ce que l'on observe sur le terrain. Ce qu'on voit aussi, c'est, vous voyez, ce cercle jaune ici entoure les parcelles qui étaient en sol nu. Et on voit que les anéciques et les endogés ont tendance un petit peu à se répartir sur cet axe-là avec ce nuage de points.
Et là, ça demande à regarder ce schéma dans d'autres dimensions, avec d'autres traitements de données, pour essayer d'un peu d'expliquer pourquoi on retrouve ces catégories écologiques, en particulier dans ces conditions-là. Les épigées, eux, semblent être plus influencés par les prairies et certaines céréales. Là aussi, des choses que l'on devra creuser. On retrouve les astérix vert clair ici, de la prairie, et puis quelques parcelles en céréales, les espèces de petites croix bleutées qui se regroupent autour du terme épigée. Donc là aussi, il va falloir qu'on cherche un peu plus loin dans les données pourquoi on a ce type de répartition. Enfin, dernier schéma que je voulais vous montrer, c'est la masse ici des turicules au mètre carré en fonction de l'intensité du travail du sol. Alors, c'est un indice qui a été calculé avec quelques petits paramètres. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que globalement, l'allure de la courbe, même si ce n'est pas forcément évident à voir, la quantité de turicules fabriqués à la surface du sol va être conditionnée par le travail du sol. Probablement aussi la répartition des catégories écologiques, mais là, il faut qu'on aille voir un peu plus loin. En gros, plus le travail du sol est intense, plus on va avoir une perturbation au niveau de la production de turicules. Plus on va remuer, transformer le sol, le remodeler, le bouger, le labourer et en profondeur notamment, plus on va perturber l'activité des vers de terre qui vont avoir tendance à se réfugier dans des endroits et qui ne viendront plus, notamment les anéciques, ou plus pendant un petit moment, fabriquer des turicules à la surface. Et si vous avez compté les turicules et pesé les turicules, vous avez dû l'observer par vous-même. Si le travail du sol avait été fait quelques semaines auparavant, eh bien c'était très compliqué de voir des déjections à la surface. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il y a une grande variabilité. Il y a une grande variabilité du point de vue non seulement de la fabrication des turicules, mais aussi de la présence des vers de terre, des catégories écologiques, des espèces de vers de terre. Et ça, c'est plutôt positif, parce que ça veut dire que ça montre que, quelles que soient les conditions dans lesquelles on travaille, il y a des possibilités d'augmenter ou d'améliorer les conditions pour que les vers de terre soient présents. Je vous ai répété depuis le début le couvert végétal au moment de la récolte. Je reste persuadée que l'historique culturel, sur plusieurs saisons en tout cas, voire plusieurs années, va jouer d'une importance notoire dans la présence de certaines catégories écologiques et de certaines espèces de vers de terre. Et en particulier, non seulement la régularité, la quantité des apports de matière organique, mais surtout quel type de matière organique et sous quelle forme cette matière organique est apportée aux vers de terre. Le travail du sol semble être un élément clé aussi dans non seulement la présence des vers de terre, mais aussi l'activité de ces derniers. Et les vers de terre, n'oublions pas que ce sont des animaux qui se déplacent. Un ver de terre peut faire plusieurs mètres par nuit. S'il ne trouve pas un endroit qui lui plaît, il s'en va, il va voir ailleurs. Donc ils vont aller où? Là où les conditions sont les meilleures, là en gros où il y a à manger et où les conditions de perturbation du sol sont les plus faibles. Donc ça aussi c'est un point positif parce que ça veut dire que vous avez des vers migrateurs qui peuvent venir aussi de parcelles adjacentes ou au sein de votre parcelle qui vont pouvoir revenir en fonction de ce que vous apportez comme matière organique et de la façon dont vous travaillez sur vos parcelles. C'est tout l'intérêt de ces animaux qu'on peut favoriser leur présence. Alors dans le projet, qu'est-ce qu'il reste à faire? On doit encore faire des recherches du point de vue des variables qui influencent les données. De manière hiérarchique, ça veut dire quels sont les paramètres les plus importants, que ce soit l'historique culturel, l'apport de matière organique, la régularité du passage des engins agricoles, etc. Quels sont les paramètres humains, surtout, qui vont influencer la présence et l'activité des vers de terre. On va se focaliser en particulier sur la matière organique, le travail du sol, en faisant une espèce d'indice simplifié de travail du sol. On a déjà commencé avec Sarah et Mathieu à fouiller un petit peu et il semblerait qu'effectivement ces histoires-là soient assez propices à expliquer la répartition des vers de terre.
Et puis, on se pose encore des questions sur une éventuelle corrélation entre les apports de matière organique, l'impact du labour, sur l'activité et la présence de vers de terre. Et puis, à l'échelle de l'espèce, est-ce que certaines espèces sont indicatrices? On a quand même une très belle diversité dans ce projet. C'est assez impressionnant. Personnellement, je ne pensais pas qu'on aurait autant de diversité. Et si certaines espèces sont indicatrices de tel ou tel processus, lesquelles et de quoi en particulier? Donc vous voyez, encore pas mal de recherches, mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur la base de données, sur les historiques culturaux, et la grande difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité dans la façon d'intervenir sur les parcelles. Et les paramètres du sol, etc., les indices VES, toutes ces choses-là sont autant de paramètres qu'il faut investiguer, mais la diversité de ce qui est fait complique un peu les choses. Alors on espère qu'on aura des tendances et qu'il sortira quelques petites choses. Voilà ce que je voulais vous présenter. Il reste encore pas mal de choses à découvrir, hein. On n'est de loin pas sorti de l'auberge. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. J'espère que j'ai été assez claire. Merci beaucoup Claire pour cette présentation. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de questions dans le chat. Il y a Fabrice Nagel qui en a une. Peut-être juste avant de lui passer la parole, parce que sa question n'est pas forcément évidente à retranscrire comme ça. Moi, j'en aurais une. Claire, par rapport un peu à ce que tu marches sur est-ce qu'il y a des espèces indicatrices et tout, peut-être de manière plus générale, par rapport aux résultats que tu nous as présentés, si tu devais choisir entre l'abondance de vers de terre, bien la diversité des trois catégories, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères beaucoup d'individus mais peu de catégories, ou bien plutôt une bonne répartition au niveau des catégories mais peut-être un peu moins d'individus? Personnellement, mais ça reste un peu du pifomètre, hein, par rapport à ce que j'ai pu voir. Je trouve que c'est plus intéressant d'avoir une variété de catégories écologiques plutôt qu'une abondance de vers de terre. L'abondance est très pratique parce que c'est facile à identifier sur le terrain. Mais je trouve que effectivement la diversité des catégories écologiques, et encore plus si on va dans le détail des 7 catégories écologiques proposées par Bottinelli, est plus intéressante du point de vue fonctionnel pour moi. Donc quelqu'un qui a peu de vers de terre, mais qui a une belle diversité de catégories écologiques, je dirais que c'est presque plus intéressant parce qu'il y a un potentiel là derrière, en fait. Ok, merci beaucoup. Fabrice, peut-être je te laisse reprendre ta question et puis peut-être éclairer un tout petit peu l'affaire. Oui. Je l'ai noté pour ne pas l'oublier, c'est pour ça, merci. La question que j'avais, c'est par rapport, justement, quand vous faites les prélèvements, je ne sais pas si on peut parler de garantie ou comment est-ce que on peut être sûr que le nombre de vers de terre trouvés est réellement ce qu'il y a dans le sol. Parce que quand je vois mes résultats, c'est en regardant mes résultats que je me pose la question, parce que j'ai une parcelle où c'est que j'en ai 93, mais par contre, quand je vois le poids moyen des turicules, je suis à 736, donc ça me paraît très haut pour le peu de vers de terre qu'il y a dedans. Ouais. Je me dis, est-ce qu'il nous en manque dans le prélèvement? Mais comment ça se passe? Alors, sur une grande parcelle, on a décidé de faire 3 prélèvements de vers de terre, ce qui n'est pas forcément représentatif parce que, enfin, c'est déjà pas mal. Je veux dire, vis-à-vis de l'effort, voilà, il faut toujours regarder les tenants, les aboutissants, mais ce qu'on fait, c'est un prélèvement sur une surface de 30 cm par 30 cm. Et puis ensuite, avec les calculs, on rapporte ça à 1 mètre carré. Et puis après, on va refaire des calculs, puis on va donner une estimation du nombre de vers de terre à l'hectare. Mais on sait très bien que les vers de terre se répartissent de manière hétérogène. Donc il suffit que sur les trois prélèvements, on tombe sur 2 endroits où finalement il n'y a pas beaucoup de vers de terre, puis un endroit qui est vraiment très riche en vers de terre, pour que ça soit un tout petit peu déséquilibré. Donc comme d'habitude, on fait toujours au mieux, mais il y a ces histoires-là de représentativité de la parcelle qui ne sont pas évidentes à couvrir avec des petites surfaces. Il y a aussi l'histoire de la saison. On a choisi l'automne parce que c'est la saison où les vers de terre sont les plus actifs. Mais dans l'idéal, pour prélever des vers de terre en saison automnale, il faudrait qu'il y ait à chaque fois un joli train de pluie juste avant,
que les conditions d'humidité soient vraiment excellentes, qu'on ait une température aux alentours d'une dizaine de degrés, et on sait très bien qu'en 2019, on n'avait de loin pas ces conditions sur toutes les parcelles. On a commencé avec certaines parcelles en 2019 où c'était très sec. Donc là, ça fausse obligatoirement les résultats. Ensuite, on a aussi terminé parfois un peu tard avec des débuts de gelée de sol. Et ça, on sait aussi que ça fait partir les vers de terre en profondeur. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles dans le projet, on avait souhaité faire à la fois des prélèvements au début, au milieu et à la fin du projet. Simplement, on était un tout petit peu ambitieux parce qu'avec le nombre de parcelles, c'est impossible de couvrir toutes les parcelles en un seul automne. C'est la raison pour laquelle on a dû répartir les prélèvements sur les 2 premiers automnes, faire une situation intermédiaire qui s'est déroulée cet automne et qui se déroulera l'automne prochain, et puis une situation finale qui va aussi se répartir sur 2 automnes. Donc il ne faut pas prendre ces résultats au pied de la lettre, on va dire. C'est une estimation. Je ne sais pas si ça répond vraiment à la question. Ça donne une idée. C'est pour ça que je suis plus attachée aux catégories écologiques et aux espèces trouvées que véritablement à l'abondance des vers de terre. Il suffit qu'on soit dans un creux, qu'on soit dans un sol qui soit trop sec parce qu'il n'a pas plu avant, qu'on soit à un endroit où il n'y a pas de matière organique ou moins qu'ailleurs dans la parcelle et on ne va pas trouver de vers de terre. Idem pour l'activité. C'est très étonnant d'avoir énormément d'anéciques à un endroit et puis finalement sur les 5 mètres carrés qui sont, eux, vraiment 5 mètres carrés investigués, bah, on ne trouve aucune activité de surface. C'est bizarre. C'est les aléas du terrain. Merci. Merci, non, c'est tout bon. Donc ceux qui n'ont pas beaucoup de vers de terre sur leur parcelle, c'est pas... Voilà, il y en a moins qu'ailleurs, tout est relatif. Mais il faut regarder à chaque fois quand est-ce que le prélèvement a été fait, et puis surtout, qu'est-ce qu'il y a eu les semaines précédentes du point de vue du travail du sol, du point de vue de la météo. Et ça peut apporter une partie de la réponse. Et ça, vous avez tout ça dans vos carnets des champs, normalement. Si vous avez très peu de vers de terre, puis que vous savez que 2 semaines avant, vous avez travaillé le sol sur les premières dizaines de centimètres, alors là, c'est normal. Si vous savez que quelques semaines avant, vous aviez le sol qui était totalement sec, alors là, c'est normal. Et justement, on s'était dit pour la campagne finale qu'on allait cibler les parcelles, ben déjà celles où on n'a pas de résultat si elles sont encore dans le coup, et puis les parcelles un peu étonnantes. Si vous avez des besoins particuliers, des souhaits en disant ben moi ma parcelle, après les prélèvements, j'ai vu qu'il y avait plein de vers de terre et puis ça ne correspond pas au résultat qu'on a obtenu, ben on peut revenir sur ces parcelles en particulier. Enfin, je ne sais pas ce que pensent Amélie et Luc, mais voilà, si vous, par rapport à... C'est vous qui connaissez vos terres, donc si vous voyez qu'il y a plein de bêtes et puis que nous, on en a trouvé très peu, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y avait des conditions qui n'étaient pas idéales. Et qu'on peut revenir pour faire une validation quelque part, parce que c'est ça l'objectif aussi. Peut-être pour compléter juste quand tu dis on peut revenir, parce que les agriculteurs, vous n'êtes pas forcément au fait du protocole de la fin. On va revenir sur toutes les parcelles, faire les prélèvements de vers de terre. Par contre, on ne va pas forcément les mettre tous dans le formol et tous les amener au laboratoire pour les identifier. Donc, quand Claire, tu dis on peut revenir, c'est mettre les vers de terre dans le formol et les envoyer au laboratoire pour déterminer les espèces. Donc ça, on ne le fera pas sur toutes les parcelles. On va cibler un certain nombre de parcelles, déjà pour ne pas tuer plus de 8000 vers de terre une deuxième fois. Oui, et, puis, et puis aussi pour être un peu plus efficace dans le travail de détermination derrière. Par contre, l'abondance et la biomasse générale seront faites. Puis ce qui est aussi possible, c'est de prendre contact avec votre conseiller, puis peut-être qu'il vous rappelle les conditions de prélèvement des vers de terre. Parce que peut-être que vous vous en rappelez plus, peut-être que le conseiller oui, et puis ça peut peut-être en partie expliquer certains résultats. Voilà, il y a Sylvain Richard qui a une question aussi depuis un petit moment. Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Oui.
Ok, alors j'avais une question par rapport au réflexe de survie des vers de terre. Admettons, je laboure un champ 20 cm de profond, ok. Mhm. Et est-ce que ce serait mieux que je fasse la herse rotative, donc prudente, ok, mais est-ce que c'est mieux que je fasse la herse rotative 1 heure après mon labour ou bien un jour après mon labour? Du point de vue uniquement réflexe de survie des vers de terre, je pense que vous voyez où je veux en venir. Ouais, Est-ce que je fais alors tout de suite ou est-ce que j'attends? ils sont très sensibles aux vibrations. Donc, normalement, ils vous entendent, entre guillemets, arriver. Donc, les vibrations du sol vont, en tout cas pour les anéciques, être un signal de fuite en profondeur dans les galeries qui ont déjà été creusées. Pour les vers de terre endogés, qui sont, alors tout dépend de ce que vous avez comme couvert en place quand vous arrivez, mais si vous avez par exemple une culture avec une forte densité de racines, certains vont rester piégés dans les racines, ça vous n'y pourrez rien. D'autres vont réussir à s'enfouir un peu en profondeur. Donc que vous interveniez juste après ou un jour après, moi je dirais tant qu'à y aller, allez-y, hein. Et puis comme ça, plutôt que de leur, voilà, vous passez, et puis si vous les laissez un jour tranquilles, ils vont se dire ah cool, on peut revenir à la surface. On va de nouveau reprendre nos pénates et puis hop, vous repassez derrière. Donc, moi, je dirais, allez-y, tout d'un coup, hop. Et puis, vous inquiétez pas, les plus gros en tout cas, ils filent, hein. Ils filent très très vite. C'est extrêmement rapide un ver de terre, on ne se rend pas compte. Surtout dans sa galerie qui connaît bien. Les vers de terre endogés, dans les 20 premiers centimètres, ils y sont. Certains vont filer, d'autres resteront coincés dans les mottes. Mais voilà, les épigées aimeront de toute façon pas trop. Après, vous avez un taux de reproduction chez les vers de terre qui est assez phénoménal, hein. Donc, si vous passez de temps en temps, ils vont s'en sortir, hein. Il y a pas mal de cocons aussi. Je dirais que c'est plus la période à laquelle vous passez. C'est ça qui est surtout un peu plus critique, je dirais. Les vers de terre sont actifs au printemps, à l'automne, quand il pleut évidemment, et puis ils vont avoir vraiment, je dirais à l'automne, à partir de fin août jusque tout début décembre, une belle activité, mais qui va être surtout marquée quand on aura des températures entre 10 et 15 degrés. Là, c'est vraiment le top pour leur activité et lorsque la terre est bien humide. Sinon, ils ont tendance à aller se mettre en phase de repos et puis pour les plus gros, à aller en profondeur. La même chose au printemps, quoique on n'a pas vraiment de printemps, hein. C'est vrai qu'on passe très vite de l'hiver très froid à des températures vraiment beaucoup plus élevées. L'année passée, il a beaucoup plu, énormément. Ils sont quasiment restés actifs toute l'année, même l'hiver, même l'été. Moi, j'en ai vu en activité toute l'année. Ça, à mon avis, mais ça n'a pas été démontré hein, scientifiquement bien sûr, mais ça a des effets beaucoup plus délétères que lorsqu'ils ont des vraies phases de repos, un bel été bien sec, un bel hiver bien froid, où là ils vont se mettre en phase de recharger les batteries, chose qu'ils n'ont pas pu faire l'année passée. Et ça a été particulièrement le cas au bord du lac ici à Neuchâtel avec les inondations dont vous avez entendu parler. Où il y a eu des montées du lac qui sont restées très haut. Là, je discutais il y a quelques jours avec un des responsables de la Grande Carissait. Il est passé quelques jours après la baisse du niveau des eaux. Il a vu des centaines de vers de terre morts, noyés sur le sol. Quand il m'a dit ça, j'ai failli verser ma petite larme. Mais voilà, l'année passée était une période de non-repos pour les vers de terre et ça, à mon avis, ça va avoir des conséquences sur les populations cette année, l'année prochaine, je ne serais pas étonnée, en termes de reproduction, de vitalité aussi. Très bien, super. Merci pour la réponse. Je profite que j'ai encore la parole. J'avais une question très très courte. J'aimerais savoir quel est le type de ver de terre qui fait le lombricompost dans le fumier. Je crois que c'est des vers de terre tigrés ou j'aimerais juste le Oui, nom scientifique. Est-ce qu'il y a alors, un nom latin? oui, c'est un nom latin, c'est Eisenia, 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 et il sent mauvais quand il meurt, donc on l'appelle Eisenia fetida, Fetida.
C'est le plus connu. Il a vraiment l'aspect zébré parce que ses anneaux sont rougeâtres et entre ces anneaux, c'est un peu plus blanchâtre. Donc, il est vraiment typique et on le trouve dans tous les composts. Si jamais vous en voulez, vous me dites, moi j'en ai dans ma cuisine. Super, merci pour la réponse. De rien. Alors au niveau du chat, on a aussi quelques questions de la famille Para du côté de Bourguignon. Alors pour les vers de terre, j'imagine, est-ce qu'il est préférable d'avoir un travail du sol en hiver plutôt qu'à l'automne ou au printemps, puisqu'ils sont plus profonds en diapose en hiver en principe? En principe, oui, mais après, vous faites comme vous pouvez, hein, au mieux en fonction de vos besoins. Mais l'idéal, si on descend les températures en dessous de, je vais dire, en dessous de 8 degrés, en dessous de 8 degrés, ils commencent vraiment à ralentir leur activité métabolique. Donc en hiver, effectivement, c'est un tout petit peu plus propice qu'à l'automne, quand il fait bon, doux et qu'il pleut, quoi. Et puis le printemps, c'est pareil, ils ont une très courte période d'activité. Vraiment, il faut retenir entre 12 et 15 degrés, on va dire, hein. Ça, c'est la température idéale, et puis une belle terre bien humide. Et dès que vous descendez en dessous de 8 degrés Celsius dans l'air, donc le temps, hein, bien évidemment, que le sol soit un peu impacté, il y a toujours une phase de transition. Là, en général, les activités sont ralenties. Mais après, on ne peut pas non plus toujours suivre le rythme des vers de terre quand on doit travailler le sol. Ça, je comprends tout à fait. Et puis, alors, pour les maintenir bien comme il faut pendant l'hiver, si vous voulez qu'ils passent l'hiver dans d'excellentes conditions, alors rien de tel qu'un petit couvert de mulch à manger qui va à la fois fournir le repas et la protection des variations de température, en fait. Il faut les soigner, vos vers de terre. Ils vous le rendront, au centuple. On a encore une question au niveau du chat de Claude André du côté de Bernay-Vézin. Lorsqu'il y a un travail de sol, finalement, on foisonne tout ça, on remue, on sort des vers et puis on voit une pléthore d'oiseaux se poser derrière la machine. Est-ce que Oui. ça a une incidence sur les populations de vers de terre? Ouais, ils viennent se nourrir, hein, que ce soit les goélands, les mouettes ou les plus petits extrêmement friands de vers de terre qui vous suivent partout quand vous les prélevez, notamment le rouge-gorge adore ça, ainsi que les merles. Oui, ça a une incidence, mais pas tant. Laissez-les profiter du repas gastronomique offert par le fait que la terre remue. Je vous dis qu'ils sont assez rapides, les vers de terre, hein, donc ils vont aussi rapidement s'enfouir dans le sol. Mais ouais, alors ça c'est sûr que ce sont des proies tout à fait appréciées par les oiseaux qui suivent les tracteurs. Ouais. Non, mais ne vous inquiétez pas pour ça. S'ils ont réussi à bien se reproduire, il y a tout ce qu'il faut du point de vue des cocons dans le sol. Et si ces cocons sont protégés du gel, etc., ils vont redonner des petits vers de terre. Et si vous apportez régulièrement de la matière organique, et notamment des résidus, des choses comme ça, enfin, ce que vous avez sous la main et ce que vous avez en possibilité, là, vous favorisez les vers de terre. Vous leur donnez à manger. Donc forcément, parce que ce qui est clair dans les résultats, je ne vous l'ai pas montré, mais je vous en avais déjà parlé, il n'y a absolument aucune différence entre les traitements en bio et les traitements conventionnels dans le projet Terre Vivante. Je veux dire, il y a des parcelles en bio, il n'y a pas beaucoup de vers de terre. Il y a des parcelles en conventionnel avec un travail intensif du sol où il y a beaucoup de vers de terre. Donc cette idée-là, elle est fausse. Et c'est très bien parce que c'est pas manichéen. D'un autre côté, j'ai pas de solution à vous donner clé en main ce soir parce que on cherche encore les raisons de cette grande variabilité. Probablement dans ce que vous faites sur le long cours, en fait. C'est ça peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas un épisode où, ma foi, vous avez dû aller labourer parce que vous n'aviez pas le choix et puis que vous avez travaillé sur un sol qui était mouillé, que vous avez tassé et puis que vous avez fait des grosses mottes. C'est pas parce que vous
vous avez fait ça une fois que ça va tout remettre en cause. C'est la façon que vous intervenez et la façon, enfin ça c'est mon sentiment, hein, la façon dont vous intervenez de manière régulière dans vos parcelles qui va déterminer sur le long terme si vos vers de terre vont rester ou s'ils vont aller voir ce qui se passe chez le voisin parce que c'est plus intéressant. Donc c'est pas un épisode, mais c'est une succession de choses. Et si vous favorisez la matière organique, vous favorisez les couverts, vous apportez à manger à vos vers de terre et que vous travaillez, oui, le sol de temps en temps, mais pas non plus trop régulièrement, eh ben, il n'y a pas de raison que vos vers de terre ne se sentent pas bien chez vous. Avant de Ça, c'est reprendre, comme les enfants, l'éducation, c'est sur plusieurs années. Un ver de terre, c'est pareil. avant de reprendre une question sur le chat, il y a Jean-Bernard Chavannes qui a levé la main depuis un petit moment. Je te cède la parole. Oui, j'ai une question par rapport à l'épandage justement des fumiers. Ces derniers temps, je procédais durant l'hiver à dès que le tas est rempli, je vais l'épandre et puis je le laisse le plus longtemps possible sur le sol plutôt que de le composter et puis de l'étendre finalement juste avant le labour. Je veux savoir pour vous quelle était finalement, ou pour les vers de terre, la meilleure solution. Est-ce que c'est de l'épandre le plus rapidement, puis de le laisser ou de le composter et puis de le labourer tout de suite? Alors, j'ai pas une très grande expérience dans ces aspects-là, mais depuis les quelques années que je travaille avec les vers de terre, j'ai l'impression, mais ça reste encore là aussi hein, un peu du feeling, que plus la matière organique est fraîche et non transformée, plus ils apprécient. Donc, si vous avez des résidus, voilà, des morceaux de la matière organique qui est finalement peu transformée, peu compostée, ça sera plus appétant, il me semble, pour les vers de terre. Ouais, c'est un petit peu l'impression que j'avais aussi. Ah bon, bah alors merci, ça me conforte dans cette idée. Parce que, et je le vois aussi, ne serait-ce que dans mon lombricompost de cuisine dont je vous parlais tout à l'heure. Quand je leur donne des... Voilà, à un moment, j'ai dû refaire mon lombricompost parce que ça n'allait plus. Je me suis dit, bah, je vais prendre du terreau, du compost déjà bien avancé pour qu'ils se sentent bien. Et en fait, ils ont tous claqué. Mes épigées, hein, donc c'est mes Eisenia foetida. Bon, ok. Du coup, j'ai repris des plures de carottes, des plures de patates, des machins, vraiment du brut de décoffrage. J'ai remis une poignée de verre et là, c'était reparti comme en 14. Donc, j'ai vraiment cette impression-là. Les terrestrices que j'ai eues au laboratoire pour étudier leur galerie et puis leur caca et faire des analyses dessus préféraient nettement les matériaux bruts. Donc les morceaux de feuilles de maïs coupées en morceaux, ça ils adoraient, alors que la belle herbe à chat que j'avais achetée chez Madame Copp et puis que j'avais soignée, que j'avais coupée en petits morceaux, séchée, réhumectée, ils n'en voulaient pas. Ah, il a laissé pourrir sur place. Donc j'ai vraiment cette impression que si vous mettez du matériau brut, hein, je dirais, je sais pas moi, vraiment de la paille, quoi. Ils adorent ça. Ouais, Ils préfèrent que quelque chose qui est déjà trop transformé. ok, merci. Super, bah merci beaucoup. Je vais pouvoir vous citer dans les cours en disant j'ai la confirmation par quelqu'un de terrain expérimenté qui me conforte dans ma pensée de scientifique qui travaille dans des pots. Super. Est-ce que je peux juste compléter la question sur le côté en surface ou enfoui? Parce qu'il y avait aussi cette notion à la question à Jean-Bernard Oui. sur la nourriture laissée en surface ou enfouie. Alors encore là, toute petite expérience hein, de terrain, j'ai pas vraiment quelque chose de très développé là-dessus, mais je dirais en surface. Parce que quand vous enfouissez, souvent, quelques temps après, quand vous recreusez, vous trouvez cette matière organique enfouie qui n'a pas été décomposée, enfin qui est attaquée par les champignons, hein, mais qui n'a pas été appréciée des vers de terre. Donc à la surface plutôt qu'à la surface puis retournée et enfouie. Ouais, ça vous évite du travail supplémentaire. C'est eux finalement qui vont aller faire leur marché.
Ils vont aller à la surface, choisir, parce que ça, on le sait. Alors ça, c'est démontré dans la littérature, les vers de terre choisissent la matière organique qu'ils ingèrent. Donc, si vous leur donnez une belle variété, ils iront préférentiellement vers certaines matières organiques plutôt que d'autres. Puis quand il en reste plus, ils iront voir ce qui reste. Mais c'est sûr et certain, ils choisissent. Alors comment, on ne sait pas trop. Probablement des histoires d'odeur de matière organique qui les attirent, mais ils choisissent. Donc voilà, c'est eux qui décident ce qu'ils enfouissent dans le sol. Et en général, les quelques fois où j'ai vu des parcelles dans lesquelles j'ai creusé, voilà, la matière organique qui avait été enfouie était restée quasiment telle qu'elle. Jean-Bernard, je pense que c'est une question dans la continuité. T'entends pas, Jean-Bernard? Je voulais baisser la main, alors D'accord. Tout bon. pas de question. Ça marche. Alors, on va reprendre au niveau du chat. C'est Fabrice Nagel qui repose une question par rapport à est-ce qu'il y a une espèce végétale qui favorise leur activité ou bien la quantité de biomasse est plus intéressante? Est-ce qu'il vaut mieux quelque chose de Alors, monoculture ou bien plutôt diversifié puis en grande quantité? alors ils préfèrent plutôt diversifier, je dirais. Après, ils vont se nourrir essentiellement, sauf dans des cas très très particuliers, mais c'est pas, à mon avis, ça n'existe pas dans Terre vivante. Ils vont se nourrir de matière organique qui est en train de se dégrader, qui commence à être attaquée par les champignons, les bactéries. Et ça peut être de la matière organique à la surface, mais ça peut être aussi des racines qui sont mortes dans le sol, qui sont aussi en cours de décomposition. Je dirais que plus c'est diversifié, mieux c'est, parce que à ce moment-là, dans la gamme des catégories écologiques de vers de terre, vous allez avoir de la nourriture un peu pour tout le monde. C'est vrai que les anéciques, les lumbricus terrestris, ils adorent les chaumes de maïs, mais c'est peut-être pas le cas pour d'autres vers de terre. Donc une plus grande diversité, je dirais comme ça, vous permet de favoriser en tout cas une plus grande diversité de vers de terre. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas disparaître, hein, mais disons que tout le monde n'y trouvera pas son compte. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc c'est pas tellement beaucoup d'un coup. Hein. Il y a eu des gens qui m'ont contacté parce que dans leur jardin, ils ont fait des tontes de pelouse et puis ils ont tout mis comme ça, une grosse couche de 10 cm sur leur terre. C'est pas tellement ça qui leur plaît parce que ça fait trop d'un coup. Ils vont plutôt laisser moisir sur place. Hein. Ils vont se servir de ce qui est frais appétant et puis après, ils vont plus s'en occuper. Donc plutôt quelque chose de régulier, pas forcément en énorme quantité, régulier, diversifié. Assurer toujours le gîte et le couvert de bonne qualité. Comme au restaurant, une belle carte. Parce que les steaks frites, ouais, c'est chouette au début, mais même les ados, ils s'en lassent. Merci. On a un témoignage de Stéphane Balmer qui confirme les observations de Jean-Bernard Chavannes, hein, qui dit que lui aussi, il a constaté que le fumier non composté disparaissait finalement plus vite en surface qu'un fumier composté. Génial. Super. Voilà, je crois qu'il y a Sylvain qui a à nouveau levé la main. Oui, j'avais une question pour le triticale. Est-ce qu'on sait pourquoi on a l'impression que dans le triticale, il y a moins de nombre de vers de terre ou je sais plus qu'est-ce que c'était? Ouais. Alors, c'est moi qui vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait avec le triticale? Comment on l'installe? J'ai aucune idée, moi, de ce que c'est. C'est peut-être ça, la réponse, en fait. Moi, en regardant les résultats, ben, j'ai trouvé que c'était le seigle et le triticale qui avaient la même chose. Puis ben, Oui. j'ai seulement pensé au fait que le triticale est un croisement du seigle. J'ai pas trouvé d'autres explications que ouais. ça. Bonne idée. Ouais, alors c'est peut-être ça, effectivement. C'est peut-être le côté appétant qui leur plaît pas. Mais je ne connais pas du tout le triticale, donc je peux pas vous dire, mais votre hypothèse est pas mal du tout. Effectivement. Mais en même temps, on n'a pas beaucoup de parcelles. Hein. Donc attention à ne pas aller trop vite en besogne. C'est un petit peu ça. Hein. C'est qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de réplicas pour qu'on puisse être sûr de notre coup sur ces histoires-là.
Parce que le faible nombre de parcelles va tendre à nous donner un certain type de résultat, puis peut-être qu'on se trompe, et puis que si on avait, je sais pas moi, 15 parcelles de plus de chaque, eh ben, on verrait tout autre chose. Donc voilà, il faut rester prudent. Très bien, merci. Merci à vous. Ton micro, Luc. Je passe la parole à Claude André maintenant. Oui, je peux répondre pour le critical. Le critical a été préparé par les semenciers suisses pour avoir un fourrage et de la paille en région de montagne. Actuellement, le critical est en perte de vitesse parce qu'il y a assez de blé fourragé pour mettre dans nos concentrés. Parce que le gluten, les protéines du blé, l'amidon du blé et du triticale, eh ben, il y a des normes qu'on ne peut pas dépasser. Mais il est attractif, surtout en zone de montagne, pour faire de la paille. Très bien, merci beaucoup. Super. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Profitez. Encore rester quelques minutes. Ou peut-être ouais, des infos, des choses comme ça, où vous avez observé des choses sur vos terres en disant oui, c'est logique, non, c'est pas logique. Tout ça, il faut vraiment que vous le notiez de votre côté, puis en disant mais là, c'est pas normal ce qu'on a obtenu, je trouve quand même bizarre, moi, c'est pas ce que j'observe sur mes terres. Et puis là, on reviendra, on regardera, on essaiera de comprendre pourquoi. Si vous avez des demandes un peu plus particulières, n'hésitez pas, hein. Franchement, voilà, moi ce que je vous ai présenté, c'est un petit peu ce qui ressort des résultats, mais avec toutes les précautions qu'il faut ajouter à ça, ce dont on a parlé, la météo, qu'est-ce qui a été fait avant, l'apport de matière organique. C'est voilà, c'est important de replacer dans le contexte. Ça, c'est vraiment primordial. Et pas que ceux qui n'ont pas beaucoup de vers de terre et pas beaucoup de catégories écologiques repartent déçus ce soir. Ce n'est pas un résultat définitif. Et puis c'est pour ça que je vous ai dit en fin de présentation, les vers de terre, ils bougent, ils se déplacent. Donc, est-ce qu'on est tombé à un mauvais moment, une mauvaise météo qui n'était pas favorable à vraiment bien récolter les vers de terre? Peut-être qu'ils étaient là, mais qu'ils étaient en dormance, et puis que le jus d'oignon, le coup de bêche n'a pas vraiment eu d'effet, ou on n'était pas au bon endroit. Donc, ceux qui en ont beaucoup, bah, c'est super, mais ceux qui n'en ont pas beaucoup, ne restez pas trop bloqués là-dessus, parce que si ça se trouve, il y a des facteurs explicatifs. Et que peut-être votre parcelle, surtout si vous y êtes beaucoup plus régulièrement que moi, hein, donc vous savez s'il y a du ver de terre ou pas. Donc n'hésitez pas à faire remonter les informations si vous trouvez que ça ne joue pas avec ce que vous observez. C'est vraiment important. Peut-être sur la qualité comme des résultats, ce qu'on peut mentionner, c'est qu'effectivement, peut-être qu'à la parcelle, les résultats peuvent être surprenants. Par contre, il y a au niveau global, hein, au niveau du projet, au niveau des plus de 180 parcelles qui ont été observées, échantillonnées, là, on a des résultats qui sont vraiment très, très forts, hein. Ah, c'est génial. Moi, je ne pensais pas avoir une telle diversité spécifique. Les 3 catégories écologiques qui sont présentes, des abondances incroyables, hein, même l'abondance, ne serait-ce que l'abondance moyenne. Je veux dire, c'est très, très bon. Oh, il y a un matou qui passe. Non, franchement, c'est super positif. Moi, je suis hyper ravie. Et aussi ravie de dire à mes collègues et à toute ma ribambelle d'étudiants qu'il faut arrêter de dire qu'il faut faire la distinction entre le bio et le non bio. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les vers de terre, on les trouve partout et on a même, je crois que c'est sur une parcelle en conventionnel où j'ai la plus grande diversité. Donc voilà. Non, globalement, c'est excellent. Les résultats sont magnifiques pour les vers de terre. Alors j'espère que Sophie aura aussi d'aussi beaux résultats à vous présenter pour les carabes. Mais bravo, les vers de terre sont là et ils se plaisent chez vous. Donc continuez comme ça. Très bien, merci.
Est-ce que quelqu'un souhaite? Hervé? Ouais. Ouais, moi j'avais juste une question. J'ai entendu parler de ces vers plats invasifs qui seraient carnivores et qui dévoreraient apparemment les vers indigènes. Ça, c'est une thématique. On en a déjà en Suisse. Est-ce que ça risque de mettre en péril nos vers de terre sur le moyen terme? Enfin, Ouais. comment on se situe par rapport à ça? Alors moi je suis assez inquiète. Il y a eu une espèce qui a été découverte du côté de Genève, sauf erreur. Si mes souvenirs sont bons, une autre, soit en Valais, soit au Tessin, je ne sais plus. Donc, ce sont des vers qui ne font pas du tout partie de la même famille que les vers de terre. Hein. C'est le même grand groupe que les ténias, les douves, les machins qu'on a dans le bidon. Sauf que ce sont des vers plats qui ont été importés de Nouvelle-Zélande. Et qui trouvent des conditions climatiques chez nous qui sont absolument propices. Et surtout, ils n'ont pas de prédateurs parce qu'ils sécrètent une espèce de mucus toxique et les oiseaux n'en veulent pas. Et il n'y a vraiment rien du tout pour les dégrader. Et puis, ils mangent nos vers de terre. Et c'est vrai que pour le moment, on est assez préservé. En Suisse, on a très très peu d'individus qui ont été identifiés. Mais alors, ouvrez l'œil et le bon. Je vais vous montrer le site de monsieur Jean-Loup Justine. Tout de suite, donc c'est le professeur du Muséum d'Histoire Naturelle qui travaille sur les plats helminthes, donc les vers plats. Helminthe, ça veut dire vert, et puis plat helminthe, ça veut dire vers plat, les espèces. Voilà, alors je vous partage mon écran. Tac. Il est là. Donc, Jean-Loup Justine, voilà le bonhomme. Il travaille donc au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Et puis, il a fait un blog là-dessus avec les cartes de répartition, bon, essentiellement en France, hein. Mais bon, la Suisse est touchée aussi, très peu pour le moment, mais vous voyez, hein, l'espèce marron plate se trouve dans 56 départements. Et à quoi ça ressemble? Eh ben, ça ressemble à des trucs comme ça, c'est-à-dire des vers qui sont un peu colorés, qui sont plats, et à la différence de nos vers de terre, il n'y a pas d'anneau. Ça, c'est typique. Ils ont des tailles extrêmement variées, et puis des couleurs aussi qui sont assez variées. Et la plupart présentent dans la partie antérieure une espèce de chose plate. Donc ça, c'est un ver de terre ici, ce que vous avez, et là un plat helminthe, un ver plat qui arrive pour le manger. Il y en a même qui ont des couleurs un peu bleutées. Donc au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il le dit, janvier 2021, il n'est pas hyper à jour, mais je crois qu'il est aux alentours de 6 à 8 espèces. Si vous avez un doute, il y a sur son blog la façon de procéder. Si vous voulez que je vienne voir, vous me le dites et moi je trouve un créneau pour venir chercher la bestiole et vérifier que c'est un ver plat ou pas. Je ne pourrais pas identifier l'espèce, mais je pourrais au moins vous dire si c'est un ver plat ou bien si c'est autre chose. On m'a appelé un petit peu sur Neuchâtel, chez des particuliers qui étaient pris de panique. Et puis, en fait, c'était de simples limaces qu'ils avaient trouvées dans leur jardin. Alors ça, il y avait ce cas-là, et puis il y avait d'autres cas où c'était des vers de terre. Et c'était mythique. Une fois, je me suis retrouvée chez une mamie à Valengin. Je suis venue en catastrophe, j'ai sauté dans la voiture de l'Institut et je suis partie en roulant à vive allure vers Valengin. Et en fait, c'était un ver de terre épigé qu'elle avait, genre ver de terre du compost. Et je lui dis, mais vous regardez, il y a les anneaux. Alors, elle me dit, ah, mais je vous assure, hein, tout à l'heure, il n'y avait pas les anneaux. Donc voilà, s'il est annelé, c'est pas un ver invasif. S'il est plat, qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré là, oui, effectivement, ça c'est problématique parce qu'ils n'ont pas de prédateurs et ils sont extrêmement friands de nos vers de terre. Donc, j'ai pas de solution et je suis particulièrement inquiète. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Donc, il y a un système de vigilance qui s'est plus ou moins
mis en place quand ils en ont pas mal parlé dans la presse à Neuchâtel. On a discuté un petit peu avec les gars de la voirie pour qu'ils soient attentifs, notamment quand ils font des plantations, parce que c'est souvent comme ça qu'ils arrivent. Il y a des cas aussi de vers plats de ce type dans les terrariums, parce qu'on les retrouve dans des sacs de compost provenant de certaines destinations, mais ces vers plats-là sont des vers plats qui existent naturellement dans les forêts. En tout cas, j'ai le contact à Paris et puis une spécialiste en Espagne où on peut envoyer éventuellement des individus pour identifier. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de solution. Donc, j'espère qu'ils ne vont pas trop se répartir, ces machins, qu'ils vont rester anecdotiques, parce que ça peut causer effectivement d'énormes dégâts sur les populations de vers de terre. Je vais essayer de faire une recherche pour voir s'il y a eu des publications scientifiques sur la thématique. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de biblio. Et puis, si je trouve des choses, je le transfère à Luc et Amélie et puis ils vous tiendront au courant. Sur les platelmintes. Mais oui, j'espère pas qu'il... Parce que ça pourrait être vraiment ennuyeux. Ils n'ont aucun moyen de défense, nos vers de terre. Ils n'ont pas de dents, ils n'ont pas de pics, ils n'ont pas de dard. Ils sont succulents, riches en protéines, totalement inoffensifs, pas de mucus venimeux, rien du tout. Donc, aucun moyen de se défendre contre un prédateur. Donc déjà dans le sol, il y a du monde, hein, entre les taupes qui en raffolent, les hérissons, si on a de la bécasse des bois à proximité dans une forêt, raffolent aussi des vers de terre. Donc voilà, plus les oiseaux, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Alors s'il y a cette saleté là qui arrive en plus, là c'est vraiment problématique parce qu'ils ont l'air de vraiment bien se plaire et n'ont aucun moyen, n'ont aucun problème, pardon, à résister à nos conditions climatiques. Même en hiver, ils survivent. Donc, c'est vraiment très résistant, quoi. À surveiller. À surveiller, oui, oui, surtout. On restera attentif. Puis attention avec les platelmintes, certains d'entre eux, les planaires notamment, si vous coupez un planaire en 50 morceaux, ça vous fait 50 planaires. Alors, essayez de trouver un autre moyen. Cela, j'ai aucune idée. Mais je ne serais pas étonnée qu'ils aient des moyens de multiplication relativement équivalents au planaire. Donc, les écrabouiller, les découper en morceaux, c'est peut-être pas une bonne idée. Les vers de terre, c'est sûr, si vous les coupez en deux, les deux morceaux ne vont pas survivre. Il y en a peut-être un des deux, dans le meilleur des cas, qui va réussir à s'en sortir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je crois qu'on a gentiment fait le tour, visiblement. Claude-André qui nous dit de faire attention au retour des vacances. Hein. On va prendre de la terre de je ne sais où. Oui, nettoyez bien vos bottes si vous partez avec en vacances. Ben, très bien. Je pense qu'on va gentiment prendre congé de tout ce monde. Claire, merci pour cette présentation et puis merci à toutes vous. ces questions. J'espère avoir un petit peu répondu à certaines de vos questions et puis vous avoir un peu éclairé. Mais en gros, le mot à retenir, c'est variabilité. Merci beaucoup, c'était intéressant. Merci. Je profite peut-être juste de rappeler que la visioconférence a été enregistrée, donc vous pourrez la retrouver un peu plus tard sur le site de Terre Vivante, et puis éventuellement d'autres collègues qui n'auraient pas pu assister ce soir pourraient la retrouver. N'hésitez pas à leur dire si vous les croisez. Très bien, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une bonne nuit, et puis à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bye bye. Merci. Au revoir, bonne soirée.